L'intelligence artificielle, un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. D'un côté, des promesses, des services publics plus efficaces, des entreprises plus performantes, des territoires mieux armés pour faire face aux crises. De l'autre, des risques bien réels, fuite de données, opacité des algorithmes, cyberattaques, dépendance aux grandes plateformes. Aujourd'hui, l'IA n'est plus un sujet d'avenir, elle est déjà là, dans nos collectivités, nos administrations, nos industries. Comment s'adapter à cette révolution en marche et comment s'assurer que l'IA renforce la résilience locale au lieu de la fragiliser? C'est la réflexion que l'on va avoir avec Yves Segui, préfet de Saône-et-Loire, si vous voulez bien me rejoindre, Ghislaine Senée, sénatrice des Yvelines et rapporteure du rapport d'information du Sénat sur l'intelligence artificielle et son usage dans les collectivités territoriales, Caroline Zorn, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Nicolas Berthaud, directeur général de l'ARNIA, l'Agence régionale du numérique et de l'IA, et enfin, Sylvain Giampicolo, administrateur de Scoder, spécialiste de l'outillage haute précision. Il en a été également le directeur général pendant une vingtaine d'années. Et il est également chef de file de France Industrie pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et tous. Ghislaine Senée, vous avez présenté mi-mars un rapport d'information intitulé « L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner l'univers des collectivités territoriales ?» Avec ce rapport, vous proposez une ébauche de ce que pourrait être la prise en main de l'IA par les collectivités, avec un certain nombre de préconisations à la clé. Avant de revenir sur des cas d'usage et vos préconisations, je voudrais d'abord, dans un premier temps, revenir avec vous sur la définition de l'IA, puisque pour être utilisé à bon escient, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Au bout du compte, qu'est-ce que l'IA ? Alors l'IA, c'est une excellente question. Et je dis toujours qu'il faut démystifier l'IA. Pour moi, l'IA, c'est un assistant intelligent. Quand on parle d'intelligence, on ne parle pas de conscience ou de libre arbitre. On parle surtout de capacité de pouvoir accéder à de la data, à une vitesse de calcul et de rapidité qui est exponentielle, et avec la mise en œuvre de codes, d'algorithmes qui permettent de pouvoir et à la fois résoudre des problèmes que demande l'humain. En fait, pour moi, c'est cela, l'intelligence artificielle, un véritable outil. Et dans quel domaine les collectivités peuvent-elles en tirer profit ? Alors dans énormément de domaines, et en fait on le voit bien pour ceux qui ce matin étaient dans les différents ateliers, on voit qu'il y a un nombre de cas d'usage en fait qui est quasiment spécifique au nombre de communes qui s'investissent sur le sujet. On l'a bien évidemment dans les services internes, que ce soit sur la question de l'accueil, des ressources humaines, de la comptabilité, de la gestion. Enfin on a voilà des formes classiques d'utilisation, mais également sur les politiques publiques locales qui sont développées par chaque collectivité, qui peut être en termes de gestion, d'optimisation des collectes pour les déchets, pour l'optimisation et la performance des réseaux d'eau, sur l'aide à la décision au travers de jumeaux numériques, par exemple, pour pouvoir définir les tronçons des réseaux d'eau à remplacer en termes d'investissement. On a sur la mobilité vraiment des capacités de pouvoir travailler en fonction des fonctionnalités et des spécificités du territoire, l'accès à la mobilité du dernier kilomètre. On a vraiment aujourd'hui pléthore de cas d'usage et je crois que c'est finalement chaque collectivité, chaque élu qui se saisissent des sujets et qui vont travailler avec des équipes, avec des startups pour pouvoir définir un usage et un besoin très particulier. Et donc, on est aujourd'hui qu'au démarrage, mais on voit d'ores et déjà multiples utilisations. Alors justement, que diriez-vous, comment évalueriez-vous le niveau, le degré d'appropriation aujourd'hui
des collectivités de ce nouvel outil qu'est l'IA? Alors ça a été pour moi en fait la plus grande des surprises, parce que je trouve réellement, alors qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, et puis on voit au travers des réseaux sociaux et puis de l'usage que nous en faisons nous-mêmes, en fait, on a le sentiment que ça part un peu dans tous les sens. En fait, on a parfois des usages sur lesquels, quand on connaît la nécessité en ressources que cela demande, ressources naturelles ou ressources énergétiques, on est parfois inquiet. Or, les collectivités, en fait, sont venues au sujet, alors souvent au travers d'une personne qui a une passion particulière sur ces sujets, mais avec, je trouve, beaucoup de maturité. Il y a réellement, et on l'a pu, je l'ai constaté encore ce matin, il y a une volonté réelle de ne pas se jeter à corps perdu, de prendre n'importe quel logiciel qui, évidemment, de façon très marketing, vante l'usage de l'intelligence artificielle, mais il y a au contraire une recherche raisonnable, raisonnée de cet usage, avec des questions d'éthique qui se posent. Avant de définir sa stratégie numérique, beaucoup se posent les questions d'éthique, de soutenabilité, mais également surtout de sensibilisation, de formation des élus, mais surtout des agents, parce que c'est vrai qu'autour de l'intelligence artificielle, il y a aussi un certain nombre d'interrogations que peuvent avoir les agents. Et donc, et puis bien évidemment, des administrés, des usagers qui doivent accepter cette évolution, et puis surtout, je crois, pour se prémunir d'une forme de déshumanisation du service public. Donc il y a vraiment une réflexion qui aujourd'hui se fait, avec des réseaux qui se créent, des mutualisations qui se font. Et donc d'ores et déjà, ça va tellement vite, moi je trouve, qu'on a, nous, certaines formes de recommandations que nous avons faites qui sont déjà effectuées, quoi, qui sont déjà checkées. Je t'ai dit avec beaucoup d'humour, je pourrais dire, bon, ben, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Y cocher. Alors, peut-être vous voulez réagir, Isegui? Je disais un instant à Madame la sénatrice que, effectivement, Sarah Modeste, nous sommes dans une société qui va très très vite, et l'IA, c'est vous-même, Samedi, qui le disait tout à l'heure, est déjà dans notre quotidien, et on est obligé d'une manière ou d'une autre de faire avec, d'une manière ou d'une autre. Sans béatitude, évidemment. Quelles sont vos préconisations, justement? Alors, je crois que vous nous avez édité, enfin, en tout cas, pensé 11, mais peut-être sans revenir sur les 11, les principales pour vous? Non, mais il y a 11 recommandations, mais c'est vrai qu'elles tournent autour de 4 sujets. Il y a vraiment la sensibilisation, la formation des élus, des agents, des citoyens, qui est évidemment indispensable, avec également une connaissance en fait de la mise en conformité juridique, puisque bien évidemment en tant que collectivité ça implique des obligations. Enfin, à partir du moment où on apporte des réponses, par exemple au travers d'un chat call qui permet de gérer les flux entrants d'appels téléphoniques, il ne faut pas que les informations qui soient données soient erronées. Donc il y a vraiment cette partie sensibilisation, formation. On a ensuite la question de la data, la gestion de la data, c'est-à-dire que pour être efficace, une intelligence artificielle il faut que les collectivités donnent la bonne donnée qui soit qualifiée, qui soit juste, qui soit fiable, et avec autour tout ce qui se passe autour de la mutualisation dont je parlais tout à l'heure. Il y a des comités de data qui viennent de se créer, il y a une bibliothèque nationale des projets qui aujourd'hui existent, et puis on parle un peu de la gouvernance, c'est-à-dire comment, notamment dans les petites communes rurales qui n'ont aujourd'hui souvent pas forcément les moyens humains pour pouvoir monter un service de data, eh bien il y a certainement l'organisation d'un chef de fila qui doit se faire. Alors moi je pense que les collectivités sont tout à fait responsables de choisir à quel niveau, est-ce que c'est au niveau intercommunal, départemental, mais en tout cas il faut qu'on réfléchisse, et elles réfléchissent d'ores et déjà à cette gouvernance. Et enfin le dernier sujet qui est important, c'est autour pour moi ce qui est de la soutenabilité, de l'éthique et de la cybersécurité, qui devient un sujet de plus en plus prégnant. Et voilà, donc on préconise un certain nombre de choses dans le rapport. On reviendra certainement sur ce dernier point. Tout d'abord, je voudrais revenir, Nicolas Berthaud, sur la formation et la sensibilisation. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'ARNIA, l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, basée ici à Dijon.
dont la mission est d'accompagner les collectivités et les organismes publics de Bourgogne-Franche-Comté dans l'utilisation au sens large des services numériques. Cet aspect formation-sensibilisation, c'est effectivement clé aussi, selon vous, pour accompagner les collectivités? Alors oui, évidemment, c'est clé, puisque l'agence est aussi un organisme de formation, puisqu'elle dispense aux 1800 adhérents une dizaine de services numériques. Donc on forme effectivement les agents qui bénéficient et qui mettent en œuvre quotidiennement ces services. Donc effectivement, oui, un besoin de formation, un besoin de sensibilisation. On l'a remarqué, on a eu le plaisir et la joie d'être retenu par le CNFPT pour réaliser un MOOC qui s'appelle les fondamentaux de l'IA, qui compte aujourd'hui 22 000 inscrits. Bientôt fermé, je vous invite à y aller, qui montre combien il y a besoin aujourd'hui de se former à ces sujets. La vraie question finalement sur cette formation à l'IA, elle est le suivi de cette formation, parce qu'on a une révolution qui est de nature vraiment exponentielle, c'est-à-dire que techniquement l'IA va extrêmement vite, et qu'aujourd'hui, le besoin de formation va devoir effectivement suivre ses capacités. On ne sait pas où l'IA va nous mener. Alors, pour quelques anecdotes sur ce besoin de sensibilisation, ce besoin de formation, on propose à nos adhérents, et on a réalisé un jeu sérieux dans une assemblée qui comptait une centaine d'élus, et donc on leur demande de jouer avec ou sans IA. On leur demande de répondre à des questions avec ou sans IA. La question, elle n'est pas simple pour ces conseillers-là, c'est de travailler sur un business plan d'une entreprise qui vend à l'international, etc. Faites-moi en quelques minutes le business plan de cette entreprise. Ils ne sont pas forcément sensibles, voilà. Et donc, ceux qui vont jouer avec l'IA, eux vont poser une question sur leur téléphone. On leur a demandé d'installer une solution, celle qu'ils souhaitaient. Ils vont poser la question, très brève en général, et une fois qu'ils ont la réponse, ils vont poser le téléphone et considérer que la réponse est bonne ou que la réponse est juste. Et le travail s'arrête là. Alors que ceux qui n'ont pas l'IA vont discuter entre eux, vont échanger et vont pouvoir construire quelque chose qui est dans un ensemble critique. En fait, il y a un besoin finalement d'éduquer au sens critique, et parce que l'IA soulève des problématiques éthiques, des problématiques de travail, des problématiques environnementales, des problématiques sociales, que l'IA, ça ne devient plus un outil. Moi, maintenant, je dis que ce n'est plus un outil. L'IA, maintenant, c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'on doit le penser comme un investissement, et cet investissement doit rapporter compte tenu, effectivement, des engagements que ça prend sur différents volets. Stratégie qui va générer un certain nombre de valeurs ajoutées. D'avril 2024 à avril 2025, vous avez accompagné avec l'ARNIA 9 collectivités dans un programme expérimental qui visait à explorer la valeur ajoutée de l'IA pour les services publics. Quels principaux enseignements en avez-vous retirés? Alors effectivement, une dizaine de collectivités de toute taille. La promesse, c'était, cette solution promet de rédiger toutes vos délibérations. Comme ça. Ça, c'était il y a à peu près 1 an, parce que depuis, cette même solution, elle vous rédige vos marchés publics, vos cahiers des charges, vos discours, vos fiches de poste en matière RH, etc. Donc on voit aussi le besoin d'évolution. Ce qu'on constate dans les usages qui sont faits de cette solution, qui était en réalité extrêmement puissante, puisqu'elle agrégeait toutes les délibérations françaises, grosso modo, qu'elle allait gratter et donc proposer ensuite de générer des délibérations, on se rend compte que l'usage qui en a été fait par ces collectivités-là, par ces agents, c'est une utilisation qui est relativement plutôt basique, c'est-à-dire de faire simplement un résumé ou de générer un texte, et c'est tout, mais certainement pas de gérer la délibération en tant que telle. Donc on constate que dans les usages qui sont faits, on a déterminé 3 catégories. On a ceux qui sont plutôt indifférents à la solution, c'est-à-dire qu'ils vont rester sur leur savoir-faire, sur leur délibération, sur leur modèle, sur leurs connaissances, et puis qui, on va dire, sont contre aussi. Il y a ceux qui sont entre les deux, on va dire les mitigés, ceux qui se posent beaucoup de questions, qui voient qu'il y a certainement des utilités, mais est-ce qu'il faut mettre les données dedans? Est-ce qu'on met toutes nos délibérations? Est-ce qu'on met nos réflexions, nos documents de travail, etc. Ça pose beaucoup de questions. Donc il y a ce corps intermédiaire, si j'ose dire. Et puis il y a la 3e catégorie qui sont là les pionniers. Effectivement, on peut s'appuyer sur des gens qui sont sensibles, qui sont formés et qui connaissent les outils.
Donc voilà, donc nous, sur cette base-là, on proposera un outil à nos adhérents de cette nature-là, dans des usages qui sont relativement basiques, prenant en compte les considérations de sécurité évidemment, mais on cherche aussi à construire des solutions qui sont un petit peu plus utiles, parce que c'est un investissement qu'on consentit, et donc il faut qu'il y ait un retour sur cet investissement. Yves Segui, vous êtes le préfet de Saône-et-Loire. À l'échelle de votre département, est-ce que vous retrouvez ces trois types de publics dont vient de parler Nicolas Berthaud, hein, les réticents, on va dire, les mitigés et les pionniers? Oui, ce que dit Nicolas Berthaud, fidèlement à bien réfléchir, est universel. On pourrait aborder cette classification pour beaucoup de sujets. Il y a toujours une minorité agissante qu'on peut définir comme peut-être plus progressiste, plus intéressée par l'innovation, bref, oui, comme partout, et qui souvent d'ailleurs est un peu celle qui ouvre la voie, avec des atouts, des avantages, et parfois qui sait mettre en lumière quelques inconvénients. Il y a ceux qui se disent pourquoi pas, mais on n'a pas forcément envie d'essuyer les plâtres. Auquel cas, quand on accompagne des projets publics, on sait aussi développer des démarches de solidarité. Et puis, il y a ceux qui sont attentistes, mais mon propos n'est en rien péjoratif, ceux qui préfèrent attendre un peu avant de voir. Ça, toute société est ainsi organisée. Mais je pense que le rapport que nous avons à l'IA, on l'a évoqué à l'instant, il doit intégrer deux aspects de réflexion. Le premier, c'est la temporalité. La société, à tort ou à raison, va de plus en plus vite. Non, celui qui dit, moi, on verra dans quelques années, mais pour l'instant, en fait, le coup est parti, si je puis dire. Donc, effectivement, les choses ne se posent, me semble-t-il, ne se posent pas en ces termes-là, sauf à risquer le décrochage, sauf à risquer de cultiver plus de fractures numériques encore qu'il n'existe. Voilà. Et le second aspect, c'est de ne pas verser dans la béatitude, ce que vous disiez, cher ami, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre de l'outil. L'outil, il faut le domestiquer. Il faut porter cette ambition. C'est très ambitieux de dire ça. Il faut le domestiquer. Il est au service d'eux. Et l'outil, il n'est pas réservé aux plus gros, aux plus grands, aux plus riches. Il est réservé à tous ceux qui s'y intéressent. Et l'objectif des acteurs publics que je représente pour ce qui est l'État, c'est de veiller à ce que tous ceux qui manifestent et de la curiosité, et de la nécessité, et de l'intérêt, soient entendus et accompagnés. C'est ça l'objectif. Alors précisément, c'est ce que j'allais vous demander, comment vous accompagnez ceux qui n'ont pas les moyens de s'emparer de ces sujets? Et simplement, je pense qu'il faut déjà chasser les incompréhensions, de savoir de quoi on parle. Madame la sénatrice disait, au-delà des définitions, il faut des démarches de formation, de démonstration, comprendre de quoi nous parlons, pour essayer quand même de mesurer. Il y a un travail énorme de médiation. Il y a déjà des médiateurs numériques, il peut y avoir un certain nombre d'autres acteurs. Il y a probablement, par capillarité, à veiller à ce que le maximum déjà de nos services en proximité. Ce matin, Madame la ministre Gatel évoquait, avec bien d'autres, le succès des espaces France Service. Je pense qu'au sein de l'espace France Service, on arrive à capter finalement un large public qui peut être aussi intéressé, d'une part, par la qualité étendue des services qu'on rend en proximité. Le numérique permet peut-être de faire plus encore de proximité parce qu'on est capable d'apporter une expertise plus profonde encore grâce au soutien du numérique. Et enfin, vous dire que les agents, grâce à l'IA, peuvent apporter un service augmenté? Exactement. On peut parler de services augmentés. Effectivement, l'image me paraît intéressante et nullement hasardeuse. Et enfin, il y a des initiatives que nous portons à l'image d'ailleurs d'autres départements, avec un laboratoire des ruralités qui est aussi un laboratoire qui porte des innovations, qui inocule des novations. Et donc, en cela, avec des partenaires de terrain, avec des start-upers, on essaie de porter cette envie d'aller plus loin, pas forcément d'aller plus vite, mais en tous les cas de ne pas se faire décrocher par rapport à un certain nombre d'objectifs sociétaux ou socio-économiques. Eh bien, il faut être capable de tendre cette main-là. Et vous apportez un soutien financier, typiquement, à ces projets innovants? Alors, un soutien financier, entre autres avec la NCT et tous les partenaires qui veulent apporter leur concours. Et dans ces cas-là, il n'y en a jamais trop de partenaires. Qui peuvent être publics, parfois privés, si le territoire a nécessité de rebondir. Aujourd'hui, nous accompagnons les uns les autres nombre de territoires
Il y a des territoires petites villes de demain, il y a des territoires villages à venir, mais aussi des territoires d'industrie. Enfin bref, et bien d'autres encore. Et sur ces territoires, il faut veiller à ce qu'il y ait cette capacité à suivre, à accompagner, si ce n'est devancer, en tous les cas, l'intérêt qu'on peut tirer du numérique. Après, Madame la sénatrice disait également, méfions-nous des risques qu'on peut rencontrer. Évidemment qu'avec le numérique, avec la digitalisation de la société, on s'ouvre vers de nouveaux risques. La cybersécurité, on en parle tous les jours. Il y a effectivement on reviendra sur ces risques. Mais c'est un sujet qu'on demandera. C'est un sujet évidemment très important. Parce que si la confiance est perdue, c'est même pas la peine de commencer. Oui. Donc il faut, en même temps qu'on provoque l'élargissement de l'intérêt et des capacités d'utilisation, encore faut-il veiller à protéger les outils qu'on utilise. Je voudrais revenir, avant d'aller sur ces points fondamentaux, sur le financement. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, de solutions innovantes à Basdia que vous avez financées, en tout cas aidées à se développer au sein de votre département? Oui, par exemple, en collaboration, c'est un exemple parmi certainement beaucoup d'autres, en collaboration avec les acteurs du monde agricole, nous sommes en train, de la Chambre d'agriculture, pour être très clair, nous sommes en train, dans ce territoire qui est un territoire viticole, moi je suis en Saône-et-Loire, c'est le prolongement de la Côte d'Or, donc c'est le vignoble de Bourgogne et du Beaujolais pour la partie nord, de développer des outils de détection et de géolocalisation d'une maladie qui affecte le vignoble, qui s'appelle la flavescence dorée. Cette maladie si on y prend garde, est capable de décimer des vignes, évidemment de gommer des paysages, et pour la traiter, il faut aujourd'hui utiliser des pesticides, et pas qu'une fois. Donc, pour arriver à préserver les intérêts des uns et des autres, il faut probablement aller plus vite encore dans cette capacité de détection et de traitement. Et pour ce faire, nous sommes en train de porter un cofinancement Fonds d'État et d'autres partenaires, donc notamment établissements publics et la profession, pour faire en sorte qu'il y ait un système de détection porté par des drones ou par d'autres vecteurs, animé par l'intelligence artificielle, capable de reconnaître, de qualifier et par ailleurs de géolocaliser les pieds de vigne qui posent problème pour qu'ils soient traités dans les temps les plus courts. Et du coup, avec moins de pesticides, j'imagine. Et du coup, évidemment, utiliser moins de pesticides, préserver d'une part l'économie rurale, et accessoirement, et ce n'est pas la moindre des choses, utiliser moins de produits, donc veiller à la santé publique, et enfin, protéger du mieux possible la biodiversité et l'environnement. Voilà, l'exemple précis. Merci beaucoup. Caroline Zorn, vous êtes la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, un territoire qui regroupe 33 communes autour de Strasbourg. De votre côté, est-ce que vous avez mené des expérimentations autour de l'IA et quels enseignements en avez-vous tirés? Oui, en effet, on en a mené. Bonjour à toutes et tous. J'introduis ce propos en disant que je suis ravie d'être ici et que je serai également ravie de vous accueillir à Strasbourg à Numérique en commun le 29 et 30 octobre prochain, avant que j'oublie. Ces expérimentations, on les a menées discrètement à partir de 2022, en se disant qu'on allait les faire avancer et qu'on en tirerait les enseignements avant de bâtir une stratégie relative à l'IA. Et avant même de bâtir une stratégie relative à l'IA, ce que vous évoquiez tout à l'heure est très juste, ça relève de la stratégie numérique responsable. Donc, à Strasbourg, on a notre stratégie numérique responsable qui tient en 3 lettres, SSL, c'est facile à retenir, sobriété, solidarité et liberté, pour que le numérique soit toujours synonyme d'émancipation. Et on y reviendra sur l'IA. Donc, lorsque ces expérimentations sont arrivées à terme, certaines sont encore en cours et d'autres sont arrivées à terme récemment, on a pu définir quel allait être le cadre de la délibération qui sera donc votée en juin prochain. Et ces expérimentations, elles portaient alors évidemment sur les IA techniques. Vous en donniez, Monsieur le Préfet, un exemple très, très parlant de comment est-ce qu'on peut utiliser ces IA techniques dans l'agriculture, dans diverses industries et métiers. Et ça a été le cas aussi chez nous sur les piscines. Donc un principe de smart pooling qui permet de monitorer la chaleur dans les bassins, mais aussi la chaleur de l'air, et de prendre en compte le ressenti des usagers et des usagères. Ça, c'est aussi un élément qui est quand même important. Tout ça pour dire qu'on économise 50 000 € par an par bassin. Bon, c'est
pas négligeable, avec un confort optimisé. Et puis il y a eu d'autres expérimentations sur l'IA générative. Donc j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur la formation des agents et la montée en compétences, parce qu'effectivement ces IA génératives, on a décidé de les mettre uniquement à la disposition des agentes et agents dans cette optique de service public augmenté. Bon. On en a tiré des enseignements. Et effectivement, c'est absolument ça, cette expérimentation d'agents conversationnels pour les services publics auprès des accueils du public, ça a été très, très structurant pour la délibération et la charte qu'on a rédigée. Quand vous dites on en a tiré des enseignements, c'est de la même nature que celle partagée par Nicolas Berthaud, où finalement c'était accepté comme argent comptant. Il y a peu de regard critique sur les résultats. Alors, ce qu'on a tiré comme enseignement, c'est que je suis un petit peu moins optimiste que vous sur le niveau de maturité dans les collectivités, mais parce que en termes d'éducation au numérique, on est tous et toutes à la ramasse, c'est-à-dire agent, élu, public, on est très très en retard sur la manière d'appréhender le numérique dans tous les domaines, et pour l'IA aussi. Donc on est partagé entre cette fascination technologique, cette espèce de béatitude, de techno-béatitude. La machine dit vrai, elle a été programmée, donc elle dit vrai. Parfois même avec un peu d'anthropomorphisme. C'est assez bizarre le rapport qu'on entretient avec Vous voulez dire que quand on dialogue avec une intelligence artificielle, on a presque le sentiment de dialoguer avec un humain? Voilà, l'utilisation du langage fait que, d'ailleurs, il y a une excellente émission du Code à changer sur la question du langage et de la manière dont on appréhende les technologies avec ce langage, ça donne une impression qui est très différente. Donc on a tendance à ne pas remettre en cause ce que les IA génératives vont nous donner, surtout quand on n'a pas été formé. Et là, j'en viens à l'impératif, mais l'impératif, c'est de former les personnes, de contribuer à leur apporter un esprit critique, de rappeler comment fonctionne une IA, par probabilité, de rappeler que l'IA, c'est comme le poulet, il faut lui donner du bon grain, parce que sinon, ça ne sera pas satisfaisant. Donc, on a besoin d'une structuration des données, d'une qualité des données, et dans la manière dont on va alimenter l'IA, nous épargner les biais discriminants, les biais de genre, les biais racistes qui existent dans nos sociétés. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas les reproduire à des échelles extraordinaires? Donc ça a été des constatations qui nous ont conduits, et c'est en un mot la politique de Strasbourg vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'IA générative en lien directement avec le public. Il n'y a pas d'agent conversationnel directement au service du public. Ça, c'est un choix que vous avez fait. Voilà, c'est un choix, et c'est parce qu'on estime que le public aujourd'hui n'est pas apte dans sa généralité, dans son ensemble. Il y a des personnes qui sont évidemment tout à fait aptes et qui même seront programmeurs, donc il n'y a pas de... Voilà. Mais globalement, le niveau de la population de maturité n'est pas compatible avec une utilisation de l'IA qui soit raisonnable et raisonnée. Qui soit SSL. Qui soit SSL, voilà, exactement. Donc on ne veut pas. Et je pense que tant qu'on aura des centaines de mètres de files d'attente devant le centre des impôts au moment de la fin de la déclaration papier ou devant les préfectures pour les renouvellements, il y aura toujours un souci, et c'est ce qu'on appelle la fracture numérique, et on la connaît. Donc a fortiori sur l'IA, c'est encore un autre niveau. Donc la compréhension, la maturité des agents, on peut avoir... c'est un levier fort pour les collectivités que la montée en compétence des agentes et agents. Donc on peut se dire, on met des outils à votre disposition qui vont être co-construits aussi ensemble. Et donc on a mis en place cette gouvernance qui consiste à donner la possibilité aux agents de faire remonter leur ressenti sur les outils qu'on met à disposition, et aussi de dire, ça je ne l'utiliserai pas. Parce que de ma connaissance, de mon savoir-faire, de ma connaissance métier, les résultats ne sont pas bons, et donc je fais remonter ça au comité de suivi annuel. Ça vient dans le cadre de ce qu'on a mis en place qui s'appelle le droit à l'intégrité numérique. Donc à Strasbourg, là encore, c'est un choix. Pour accéder aux services publics, vous pouvez le faire en ligne, mais tous les services publics qui sont fournis par la collectivité sont aussi accessibles sur un autre canal, un canal humain, en direct, et on maintient ce double canal en permanence. Pour l'IA,
On ne pouvait pas se dire, les agents, en revanche, on leur met des outils, ils sont présumés parfaitement fiables, valables, conformes à tout, et on ne leur demandera jamais leur avis. Donc, c'est pas un droit de retrait, que la fonction publique connaît bien, mais c'est la possibilité de faire remonter le refus d'utiliser un outil en le justifiant et en discutant pour l'améliorer. Voilà. Donc on est vraiment dans cette amélioration continue en s'appuyant sur le principe de la formation avant tout. Nicolas Berthaud, vous voulez réagir à ce que je voulais juste rebondir pour éclairer vos propos, parce que j'adore cet exemple, cette entreprise suédoise de financement qui a remplacé tout son service commercial par de l'IA. Elle fait un choix, elle fait stratégiquement, elle va gagner de l'argent. Ça va lui faire gagner énormément d'argent, sauf que ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'à ce moment-là, l'acceptabilité des clients, elle n'était pas là. Et donc, elle a effectivement gagné de l'argent, mais elle a aussi surtout perdu des clients. Et finalement, elle est revenue en arrière. Elle a remis des gens au bout du fil pour servir les clients. Et effectivement, on est dans l'acceptabilité. C'est l'exemple de Klarna, une fintech suédoise, en effet, et donc maintenant qui est dans un modèle hybride avec de l'IA et de l'humain, parce que les clients s'étaient plaints, en effet, de cette perte de personnalisation et de lien humain. On a pu explorer ce qui peut se passer dans les collectivités, au sein des administrations. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à ce qui peut se passer dans l'entreprise, les industries présentes dans vos territoires. Sylvain Jean-Piccolo, vous êtes administrateur de Scoder, qui est un spécialiste de la production de pièces découpées de très haute précision pour l'industrie automobile. Vous en avez été directeur général pendant une vingtaine d'années. Vous êtes maintenant à la retraite, mais vous restez administrateur de cette société. Et dès 2018, vous avez commencé à vous intéresser à l'utilisation de l'IA dans vos procédés industriels. Bonjour à toutes et tous. Peut-être revenir un petit peu encore en arrière. On a l'impression aujourd'hui de découvrir un nouveau monde. Dans les années 88, il était fréquent de lire dans les Échos des articles où on parlait d'intelligence artificielle. Des fabricants de chauffe-eau dans les années 90 publiaient ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter pour une meilleure utilisation des chauffe-eau. À l'époque, on parlait dans le monde industriel un peu moins d'intelligence artificielle, mais on parlait de systèmes experts. Et puis, on a vu une accélération à partir des années 2015, et ces outils sont venus à la rencontre des entreprises, mais c'était une continuité de ce qui existait déjà avec des moyens moins sophistiqués depuis plusieurs années. Peut-être situer en deux mots le contexte de l'entreprise. C'est une entreprise que l'on qualifie au niveau de l'activité de fabricant de pièces découpées, mais aussi on industrialise nos productions, c'est-à-dire qu'on fait des moyens de production, ensuite on fait des pièces, avec une particularité de livrer des pièces dites de sécurité, c'est-à-dire des pièces qui protègent des vies humaines en cas d'accident. Et la même pièce va être livrée soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Chine. Donc une exposition au multiculturel et avec une exigence qualité de très haut niveau. Cette intelligence artificielle, chez nous, on l'a plutôt rebaptisée informatique augmentée. J'ai bien aimé parce que ça a été dit plusieurs fois par plusieurs personnes. C'est un outil. Voilà. Alors, aujourd'hui, on met en avant le mot, on lit beaucoup intelligence artificielle. Il serait préférable de parler de data science. La science des données, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui de parler, de se former. On l'a entendu de différentes façons. Je pense notamment aux agents conversationnels. Il y a 25 ans à Besançon, je faisais partie du comité accréditateur à l'incubateur de Besançon et la reconnaissance vocale pour travailler avec des Nestlé et consorts était déjà couramment utilisée. Vous avez tous, de manière directe ou indirecte, côtoyé Siri. Là où le deep learning, qui est vraiment l'outil complémentaire aux data science, va apporter des possibilités de réponse, puisque au fur et à mesure que la machine va collecter les données que vous lui donnez à manger, eh bien, elle va vous produire des recommandations ou des instructions. Et j'aime bien la question opportunité ou menace pour la résilience du territoire. C'est plutôt opportunité, ça dépend de ce qu'on en fait, et menace, ça dépend de ce que l'on en fait. Et on a entendu tout à l'heure différentes interventions sur les risques de ces outils. Nous-mêmes, nous avons rencontré les mêmes difficultés. Collecter de la donnée sur un procédé industriel au millième de seconde, c'est un exercice technologique déjà compliqué.
Et nous avons eu la chance d'avoir plusieurs thésards. Donc, je salue, par exemple, le processus CIFRE, qu'il faut continuer de soutenir, parce que dans le monde de la PME, c'est compliqué de faire venir des thésards. Nous sommes une entreprise de 100 personnes. Trouver des thésards pour aller chez Airbus ou Safran, ce n'est pas un problème. Venir dans une entreprise de 100 personnes, c'est un peu plus compliqué. Et la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est l'acquisition des données. Donc, quelles données je vais saisir? Et ça, on va le retrouver de manière transversale, quel que soit le sujet. L'utilisateur va produire des données lorsqu'il appelle un standard. Donc, ces données, comment on les collecte? De quelles données on a besoin? Puis alors, une fois qu'on a réussi à collecter des données qui semblent nous donner satisfaction, on va devoir les tamiser, parce que la vitesse à laquelle on collecte les données est tellement grande qu'on se trouve dans un temps très court avec des vrais problèmes. Déjà, la quantité de données, et puis ensuite, comment je stocke ces données? Dit autrement, comment je purgerai ces données? Parce que je ne peux pas toutes les traiter, donc j'en garde une partie et j'en rejette une autre partie. La sélection des données à garder n'est pas un exercice simple. Donc se pose la question de l'acquisition des données, se pose la question des données que l'on va garder, et puis ensuite du traitement de la donnée. Et alors là, on va rentrer avec la puissance de la science, et c'est une autre difficulté pour la PME. Nos PME ont grandi sur ce qu'on appelle la protection de l'empirisme, basée sur l'expérience, on construisait un certain nombre de choses. Et la rencontre de la science, du monde académique et de la PME empirique, et ce n'est pas du tout péjoratif, puisque j'en viens, eh bien, est quelque chose qui demande beaucoup de précaution. Voilà. Donc, lorsqu'on entreprend une démarche pour utiliser ces outils d'informatique augmentée dans le monde de la PME industrielle, il y a aussi à pouvoir expliquer aux anciens qui sont là depuis longtemps ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en place pour les remplacer, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour augmenter la connaissance qu'ils ont de leur métier. Et pour faire simple, concrètement, ces données nous ont permis de répondre et améliorer un certain nombre de choses. La première chose, c'est la relation avec nos fournisseurs et nos clients. Quand vous avez des données qui sont certaines, qui sont facilement disponibles, et puis qui ont été suivies depuis un certain temps, quant à leur dérive, à leur vitesse d'évolution, etc., ça vous donne un poids. Parce qu'on oublie souvent de dire que si tout le monde utilise la même intelligence artificielle, il sera où le savoir-faire différenciateur? Et notre compétitivité, c'est d'être aussi capable de faire quelque chose que d'autres ne savent pas faire. Donc, premier point extrêmement positif qu'on a découvert, c'est la relation avec nos clients et puis nos fournisseurs. La deuxième chose, c'est ce que les Japonais appellent, mais pas que peut-être, le speak with data. C'est-à-dire que souvent, on parle un peu avec l'émotion, parce que comme on ne sait pas de quoi on parle, chacun va essayer de défendre sa position, mais ce n'est pas argumenté, voire même pas argumentable. Lorsqu'on a des données et que tout le monde est d'accord sur ces données, il y a un travail avec une nouvelle intelligence qui se met en place. Et c'est là encore cet axe de l'augmentation des possibilités pour l'intelligence humaine de travailler différemment les choses qui lui sont confiées. On a découvert aussi dans nos procédés, et pas que, on a souvent des contrôles destructifs. Lorsqu'on produit plusieurs millions de pièces par an, on ne va pas détruire plusieurs millions de pièces. Et le fait d'être capable de démontrer que notre procédé de fabrication sur les critères majeurs est encadré avec une certaine stabilité nous soustrait du temps de destruction. Voilà. Donc on peut dire avec certitude, et je soutiens cette cause depuis quelques années, que les outils d'informatique augmentée sont nécessaires et utiles, et le monde vit et bouge très rapidement. J'ai eu la chance, et je continue d'avoir des contacts, notamment avec le Japon. Je peux vous dire qu'au niveau industriel, le Japon est très loin devant nous actuellement. Voilà. Donc, on n'est pas sans avoir des idées. Moi, j'ai travaillé avec le laboratoire à Besançon, à l'école d'ingénieurs de Besançon. On a eu une formidable rencontre. Ça a été une véritable opportunité de pouvoir rapprocher ce monde de la PME avec cette école d'ingénieurs et ce laboratoire FEMTO. Mais il faut continuer vraiment de dire que dans le monde de la PME, il est possible de rentrer des outils d'intelligence artificielle ou d'informatique augmentée, pour autant qu'on ait bien compris en données d'entrée que c'est le data science qui est le premier sujet. L'intelligence artificielle, avec le deep learning et les systèmes auto-apprenants, n'est qu'un outil au service de ce data science. Sylvain Jean-Piccolo, est-ce que vous attendez des choses en particulier de l'État, des élus, en matière de développement de l'intelligence artificielle? Venant du monde industriel, on attend tout.
Non, mais on pourrait très facilement, je pense, avoir une dynamique augmentée si il y avait un meilleur discernement sur les entreprises accompagnées et celles qu'il ne faut pas accompagner. Alors c'est un peu dur, quand on est plutôt du côté de l'entreprise, on pense être accompagné, mais pour l'instant, il faut fabriquer des champions. Et tout le monde ne peut pas gagner la Coupe d'Europe. Voilà, pour parler d'un match qui s'est joué il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, comment arriver à dire, bon, allez, on va fabriquer un groupe de champions? C'est pas simple. Il y a la liberté de l'entrepreneur, et puis ensuite, comment soutenir plutôt une entreprise qu'une autre. Mais il y a vraiment besoin de soutien, parce qu'il faut accélérer le mouvement, parce que le monde bouge et bouge très très vite. Je n'ai pas parlé des Chinois, mais les Chinois ne sont pas mauvais en la matière non plus. Yves Segui, ça vous parle, ce que vient de dire Sylvain Champiccolo? Ça parle totalement, puisqu'une partie de mon temps de travail est précisément au service des entreprises. Que ce soit avec le programme France 2030 ou d'autres outils. Vous venez de le dire, monsieur, vous avez raison, parmi les maîtres mots, vous savez, on aime bien utiliser un vocabulaire d'actualité, vous utilisez de résilience, il est presque dépassé aujourd'hui. Le terme résilience, ça peut avoir été, il y a quelques années, au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, c'est l'accélération. Tous nos outils, ils sont tournés vers, et vous citez des systèmes d'aide, en réalité, leur vocation, il y a même des lois qui se nomment loi d'accélération. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'il faut donner une impulsion complémentaire à tous ceux qui sont prêts à la saisir, évidemment, et pour aller de l'avant, tellement le temps passe vite et la compétition est grande. Et moi, je retiens une chose, c'est que l'intelligence artificielle est avant tout au service de l'intelligence humaine et de l'intelligence collective, et pas l'inverse. Et comment vous sélectionnez un projet plutôt qu'un autre? C'est par rapport à ça. D'une part, ça s'appelle l'intelligence collective, accessoirement aidé par l'intelligence artificielle s'il faut pousser des analyses issues d'un certain nombre de données. Et puis, c'est aussi la capacité des acteurs que je représente d'évaluer les intérêts et le retour par rapport à ce qui est attendu en termes d'intérêt général, et en l'occurrence, quand ces entreprises attendues de notre outil de production en termes de performance, en termes de souveraineté, autre mot-clé, souveraineté industrielle, numérique. C'est évidemment un élément essentiel. Et c'est à partir de ces critères-là que nous orientons, les uns et les autres d'ailleurs, les outils d'aide pour les entreprises. Sylvain Champiccolo, oui, vous voulez réagir? Oui, bien sûr, monsieur le préfet. Je fais partie des entreprises qui ont été bien soutenues à partir de 2020. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré en 40 ans de vie professionnelle dans cette filière. À partir de 2020, on a posé un autre regard sur les soutiens qu'il fallait apporter aux entreprises, notamment sur des subventions. Et il reste quand même un point essentiel. Aussi bon qu'on soit au niveau de la technologie, aussi bon qu'on soit dans la connaissance des outils d'intelligence artificielle, il faut qu'il reste un marché. Et le problème aujourd'hui, c'est comment ce marché peut être constitué de biens manufacturés en Europe et vendus à des Européens. La filière automobile a perdu en immatriculation depuis le printemps 2020 15 millions de véhicules à fin 2024. 15 millions de véhicules, ça représente 25% à peu près de la capacité européenne. Voilà, on a des vraies questions aussi. Si on fait ce travail important de changement de paradigme, pour servir quel marché? Et là, il y a une autre question qui se pose aujourd'hui et qui est vraiment une question urgente. Ce que vous voulez dire, c'est que l'IA ne va pas forcément ouvrir de nouveaux marchés, va permettre de tirer son épingle au jeu dans des marchés existants, mais faut-il qu'il y ait un marché qui existe, c'est ça? C'est ça. Oui, Ghislaine Sonnet. Non, j'avais envie de réagir parce qu'il y a des marchés, il y a des besoins qui sont en train d'être créés. On le voit sur les réseaux sociaux. Quelle est la meilleure coupe que je vais avoir avec la photo que je vais intégrer ou la photo d'un ancien qu'on va animer pendant quelques secondes. On est en train aujourd'hui de quand même créer au travers de l'intelligence artificielle des outils qui sont très très consommateurs et sur lequel je ne crois pas que ça puisse régler les enjeux de souveraineté et de service public en fait. On a quand même, effectivement, moi je pense qu'on est à l'heure des choix aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on veut mettre en avant aujourd'hui? Quelle entreprise on veut accompagner, aider et qu'est-ce que l'on veut au titre de l'intérêt général? Alors, ça me semble indispensable. précisément, justement, j'en viens maintenant au risque que peut générer potentiellement l'IA. Quels sont les risques à prendre en compte? Vous avez parlé de souveraineté, vous avez parlé de cyberattaque. Quels sont aujourd'hui les principaux risques? Peut-être Yves Segui pour commencer, Ghislaine Sonnet, et puis également Caroline Zorn. Et puis
aussi Nicolas Berthaud, et puis tout le monde si vous voulez réagir. Écoutez, il y a quelques jours, je participais avec beaucoup d'autres au forum InCyber et Cyber des territoires, qui se situe au Creusot et qui a réuni énormément d'intervenants spécialisés sur les risques de cyber et les vulnérabilités que cela peut susciter et tout le travail que fait l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et bien d'autres opérateurs pour qu'effectivement notre pays soit en capacité de se développer du mieux possible avec les outils d'aujourd'hui sans prêter le flanc, évidemment, ou le moins possible en tous les cas, à des risques nouveaux qui se développent de plus en plus et sur lesquels sont développés aujourd'hui un certain nombre d'outils de protection. Mais ce qu'on peut retenir au-delà des outils, c'est la nécessaire formation qui doit accompagner. Donc on en revient à ce qu'on disait. On parle d'hygiène numérique, on parle de mise en place d'outils de protection. Enfin bref, je ne vais pas rentrer en détail. Il y a des gens bien plus spécialisés que moi sur ce domaine-là. Mais ce que je retiens néanmoins, c'est qu'il faut surtout éviter que les acteurs, qu'ils soient d'ailleurs entreprises, hôpitaux, collectivités, soient isolés. On se sort de difficultés liées à des attaques cyber que si on sait, on peut être accompagné. Et alors là, pour le coup, les dispositifs d'accompagnement existent, sont nombreux, et c'est parmi les prérogatives de l'État, c'est de les faire connaître et de les proposer chaque fois que nécessité apparaît. Et comment vous diffusez justement cette information Elle est diffusée à travers le dispositif géré par l'ANSSI, disais-je, avec des délégués territoriaux. Elle est diffusée par nos services de sécurité, qui apportent conseil chaque fois que c'est nécessaire à un nombre d'entreprises qui sont sur des secteurs particulièrement sensibles, particulièrement exposés. Et puis elle est diffusée évidemment à travers l'ensemble de nos services techniques, en direction bien sûr des responsables des services informatiques ou de sécurité informatique. Ghislaine Senet, à votre avis, selon vous, quels sont les principaux enjeux, les principaux risques ? Alors, moi, vraiment, le principal aujourd'hui, qui est d'actualité, c'est effectivement la question de la sécurité. C'est sans faille. Aujourd'hui, on sait que 70% des codes sont générés par l'IA elle-même. Si on ne travaille pas sur les systèmes de contrôle, en fait, on sent qu'il y a vraiment une question de fiabilité et de sécurité qui est majeure. Et je pense que vraiment, là, si on a des moyens à mettre, c'est vraiment là-dessus. Je pense que ça va tellement vite qu'il faut que là, on mette très rapidement des garde-fous. Ensuite, moi, j'ai deux autres préoccupations. C'est la soutenabilité, la question à force d'aller récolter partout des datas, on attend avec impatience que l'ensemble des lois européennes, les 5 blocs qui ont été créés puissent réellement, ils sont montés en charge progressive, puissent être mis réellement en œuvre et qu'il n'y ait surtout pas de recul et d'arrêt de ces lois qui sont indispensables et qui touchent notamment la question de la santé mentale. Moi, mon autre sujet, c'est la santé mentale, notamment des plus jeunes. On voit aujourd'hui qu'au travers de l'IA, il y a de la manipulation, il y a du chantage, il y a de la frustration qui est générée au travers des discussions qu'ils peuvent avoir aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, et donc il faut qu'on soit très très vigilant. Et il faut d'ores et déjà, là encore, prendre des décisions rapidement. Je lisais. Quel type de décision justement c'est-à-dire que, il faut. Moi, le fait que les GAFAM puissent ouvrir absolument l'intelligence artificielle au travers de chatbots totalement accessibles, gratuits. En fait, ça génère énormément de data. Ça veut dire que c'est le développement de data centers qui génèrent eux-mêmes des problèmes de sécurité électrique. On voit bien la chaîne qui se met en œuvre. Et donc, il faut à un moment donné s'assurer que, en tout cas, le plus jeune public ne puisse pas être aussi facilement, directement, rien qu'en utilisant les réseaux sociaux, d'avoir le petit bouton qui utilise l'intelligence artificielle. On sait aujourd'hui, les jeunes, en fait, ne font plus du tout une recherche sur Internet, n'utilisent pas Google, ils utilisent immédiatement l'intelligence artificielle. Et donc, on sait ce que ça peut consommer
consommer aujourd'hui, c'est vrai, pas que les jeunes. Et vous avez oui, tout à fait raison. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas que les jeunes. Ouais, pas que les jeunes, mais voilà, il y a la question aussi de la santé mentale, et puis ensuite la préservation de notre planète. On ne peut pas sans cesse continuer à artificialiser les sols avec des data centers. On ne peut pas systématiquement utiliser l'eau, les matériaux rares qu'on extrait dans des pays du Sud. Et puis contre la lutte du réchauffement climatique. Enfin, on a vraiment des enjeux qui sont aujourd'hui devant nous, et il faut donc aujourd'hui mettre des garde-fous. Donc oui à l'IA, mais avec des garde-fous, et un peu dans cette logique de ce que vous avez mené dans votre métropole, d'avoir une vraie stratégie articulée autour de valeurs parfaitement identifiées. Caroline Zorn? Oui, on parlait de menaces et de sécurité. Je voulais apporter 2 éléments. Le premier est que souvent, la question de la sécurité provient d'une erreur, non pas derrière l'écran, mais plutôt derrière le clavier. Voyez, et donc, la question de la formation, la question... D'ailleurs, l'IA Act comporte un article 18 sur Digital Literacy, qui est donc pour cette éducation, en disant qu'il ne peut pas avoir d'IA s'il n'y a pas d'éducation des 460 millions d'Européens sur cette question. Donc, il faut vraiment que l'on ait, au niveau des collectivités, les moyens en fait d'éduquer la population à l'échelon local. Donc on a besoin des conseillers numériques France Service, on a besoin des médiateurs, on a besoin d'investir massivement pour monter en compétences. Et ça rejoint la question de marché à adresser. Parce que mon deuxième élément, c'est que lorsque l'on parle de sécurité, on parle de souveraineté, vous avez lâché ce mot tout à l'heure, on parle d'autonomie numérique, de souveraineté. Et pour faire ça, quand on demande aux collectivités, et on l'a fait avec les interconnectés, l'association, la commission numérique de France urbaine, on a fait avec les interconnectés un travail de 10 villes pilotes qui ont établi un diagnostic de souveraineté numérique, d'autonomie numérique, pour voir à quel point on dépendait dans nos collectivités, dans nos systèmes d'information, de solutions étrangères. On est en train d'avoir les chiffres, c'est effrayant. Et ça veut dire aussi qu'à partir du moment où on réduit cette dépendance numérique, on améliore notre souveraineté en contribuant à faire émerger ces champions. Parce qu'on en a des champions, mais là encore, il faut leur donner leur chance. Et en France, on a du mal à faire confiance aux outsiders. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix politiques pour justement porter cette autonomie. Et ça commence par l'interrogation au niveau local. Donc il faut faire ce diagnostic et il faut y participer, il faut le reconnaître. Et ça veut dire aussi avoir des choix politiques courageux, parce que ce n'est pas facile de se désintoxiquer de certains logiciels. C'est-à-dire que vous aussi, votre rôle en tant que vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est d'aller identifier des entreprises au niveau local que vous devez soutenir? La première chose, c'est d'identifier ce qu'on doit sortir et d'identifier par quoi est-ce qu'on peut remplacer. Et aujourd'hui, lorsqu'on identifie des ressources intéressantes, c'est pas seulement pour nos collectivités ou pour notre région, c'est pour mutualiser entre des collectivités de même taille, qu'elles soient françaises ou européennes. Donc oui, il faut faire ce travail, et c'est un travail vraiment de mutualisation des compétences, des connaissances et des marchés pour que vraiment les choses elles se fassent au niveau européen. C'est pas la peine de raisonner en dessous. Nicolas Berthaud, quels risques principaux selon vous et comment les maîtriser? Oui, alors je ne peux qu'adhérer aux propos du préfet. Étant CECIRT, centre de cybersécurité au niveau de la région, effectivement, l'IA renforce le risque d'ailleurs, parce qu'on s'imagine à un moment donné qu'on a des petits étudiants qui sont derrière leurs petits ordinateurs en train d'essayer d'aller craquer un code. Non. En 2 clics, d'abord quelqu'un peut être sur le dark web, trouver des données qui ont été pillées, etc. Pillées par qui? Pillées par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc on retrouve des données et après on demande de l'argent, c'est assez simple, on envoie un mail et c'est assez lucratif comme boulot. Les données, enfin, il y a un vrai aussi à un moment donné le data management. Enfin, effectivement, il va falloir qu'on ait une réflexion sur à qui elles servent, pourquoi elles servent. Moi, je reste imprégné de ça quand les organismes publics chez nous font voler des avions pour faire des cartographies, pour ne pas citer l'Institut, et que Google les utilise pour vendre du service à tout va, et qui font passer une voiture tous les 7-8 ans dans les rues des différentes villes. Alors que les avions, eux, passent régulièrement et que la donnée est très fraîche. Donc il y a vraiment un intérêt, je pense, à un niveau, pas seulement français, à un niveau européen, de réfléchir à la donnée, elle sert à qui, elle sert à quoi et comment est-ce qu'on la diffuse? L'open data, oui, mais comment? Voilà. Sylvain Jean Piccolo.
Oui, pour la sécurité, nous sommes très préoccupés sur l'intégrité des données. On ne sait pas, à 5 ans, qui sera propriétaire de tous les outils connexes. Les data centers qui appartiennent à A, demain appartiendront à B, mais B sera-t-il toujours un ami? C'est la première chose. On utilise un certain nombre de logiciels qu'on trouve facilement sur Internet. Est-ce que dans 5 ans, ces logiciels qu'on peut prendre presque gratuitement sur Internet, ils seront toujours compatibles avec les nouveaux outils informatiques? Donc, on n'a pour l'instant pas beaucoup d'informations sur ce qui va se passer à 5 ans, à 10 ans, sur les logiciels, qui en sera propriétaire? Est-ce qu'on pourra toujours les utiliser? Si oui, à quel prix? Dans quelles conditions? Lorsque je développe des algorithmes particuliers, est-ce que je le stocke chez moi sur un serveur ou est-ce que je prends le risque de stocker sur un iCloud dont on ne sait pas qui en est propriétaire? Enfin, il y a un certain nombre de questions autour de la cybersécurité et il me semble qu'on n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant et c'est quand même une nébuleuse dont il faut prendre conscience parce que les effets négatifs, c'est peut-être plutôt sur le temps long. Il y a un point que je voudrais simplement rajouter aussi par rapport à l'expérience de l'entreprise, si vous me permettez, c'est aussi avoir cette conscience que c'est une action du temps long. Et il ne se passe rien sur le temps court. Aujourd'hui, on est dans une réalité de profitabilité à court terme. Si on veut démarrer des outils d'intelligence artificielle ou d'informatique augmentée, peu importe, ça veut dire que l'entreprise doit accepter de s'engager sur le temps long. Et ce n'est pas des résultats qui vont produire des résultats comptables à court terme. Ça va créer du stress dans les équipages. Et merci, madame, d'avoir souligné l'aspect humain, parce qu'il y a aussi toutes les peurs autour de ces nouveaux outils qui arrivent, de par leur complexité. Lorsque sur un clic, vous avez des quantités d'informations qui vont plus vite que votre capacité d'assimilation, c'est quand même la première fois dans notre histoire de l'humanité qu'on a aujourd'hui la technologie qui évolue beaucoup plus vite que notre capacité de comprendre les choses. Et de tout ça, on peut se dire avec une certitude qu'il y aura un impact sur la santé des personnes qui seront autour de ces outils. Alors, fort de toutes ces réflexions, je vais vous demander un exercice particulièrement difficile. Je vais vous demander de répondre à la question que nous avions posée en début de cette table ronde, mais de le faire en une phrase. L'intelligence artificielle est-elle une opportunité ou une menace pour la résilience des territoires? Yves Segui, vous avez la parole en premier. Enfin, à ce qui me concerne, je pense que c'est une opportunité raisonnée qui doit, pour procéder à la résilience des territoires, être poursuivie par des gens raisonnables. Merci. Ghislaine Sonnet. C'est pour moi également une opportunité et qui nous pousse, nous humains, à être encore plus intelligents. Caroline Zorn. Les deux. Dans la mesure où l'intelligence artificielle est une sorte de Janus, pour le meilleur et pour le pire, selon la phase que l'on prend. Donc c'est au territoire d'en exiger qu'elle devienne une opportunité en n'ignorant pas les menaces que ça représente. Nicolas Berthaud. Alors oui, c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de faire des choix. Effectivement, je partage cette idée de raisonner raisonnable, au service de l'humain, par l'humain. Sylvain Jean Piccolo, vous avez le mot de la fin. Très difficile quand il s'agit de parler dernier. Donc une menace, si l'humain perd de sa capacité de discernement et qu'il fait confiance à la machine sans réflexion, une opportunité parce que ça nous fait grandir dans la connaissance des activités industrielles qui sont les nôtres. Merci beaucoup à toutes et tous. Et je me tourne. On enchaîne sur la séquence de clôture ou on fait une pause? Ok. Donc vous avez 5 minutes de pause pour le temps qu'on réaménage la salle et puis on reprend dans 5 minutes.